Bienvenue dans Osmose, le podcast qui parle donc de parcours inspirants. Aujourd'hui, on accueille Lisa Sorche, qui est originaire de Mons. Bonjour Lisa. Salut Inès. Donc Lisa, c'est quelqu'un qui est assez connu dans la région de Mons-Borinage parce qu'elle a fait un tas de choses. Elle a... Un peu trop. Elle a tenu un restaurant, elle a eu une marque de vêtements, elle est assez présente sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle a sa propre boîte de communication, conseil en images pour les marques. Donc, on va parler de son parcours qui sort assez des sentiers battus, qui n'est pas habituel. T'es quelqu'un qui a la bougeotte, qui a fait plein de trucs dans sa vie, donc c'est hyper... intéressant, et je pense qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements finalement de ce parcours pour les personnes qui nous écoutent et qui savent peut-être pas où elles veulent aller. Finalement on a toute la vie pour se décider, mais là je vais un peu trop vite, donc on va commencer par ton parcours. Lisa, présente-toi à nos chers auditeurs. Donc moi c'est Lisa, j'ai 33 ans depuis quelques jours. Là, j'ai la raison. Peut-être que je vais commencer à me calmer. Je pense, c'est possible. Pour revenir au tout début de mon parcours, enfin déjà, merci, parce que c'est très sympa, tous ces adjectifs. Avec plaisir, Lisa. Donc, j'ai fait pas mal de trucs. Mais il faut savoir quand même que, même si ça peut sembler être un parcours un peu admiratif, moi, j'ai beaucoup aimé faire tous ces trucs, il faut le dire. Mais c'est surtout aussi une volonté de trouver quelque chose. Oui. C'est chercher, et surtout jamais s'arrêter jusqu'au moment où on trouve. J'ai toujours pas trouvé. Est-ce que tu penses que tu trouveras forcément un jour ? Est-ce que le but, finalement, c'est pas de tester plein de choses ? Est-ce que c'est pas la destinée de certaines personnes de pas s'épanouir que dans une chose, mais justement en faire plein ? Peut-être que si, t'as peut-être raison, mais c'est très fatigant. Oui. Et en fait... je vais peut-être un peu trop loin dans le développement parce que là, on est juste à la présentation. Mais parfois, c'est un petit peu trop fatigant. Et je t'expliquerai pourquoi par la suite. En parler. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, toi, tu as fait des études dans le domaine de la communication. Oui. À Mons et en Italie. Oui. En fait, on se retrouve en août 2009. Ouais. Et je finis Mareto et je sais pas du tout quoi faire. Je voulais être médecin avant ça, ce qui est très curieux parce que ma sœur jumelle, elle, est médecin et elle, initialement, voulait être styliste. Enfin, c'est très... Ah, vous avez changé vos carrières. Et donc, je voulais être médecin et puis finalement, j'étais pas très douée à l'école. C'est pas que j'étais pas douée, c'est qu'il m'en fallait pas beaucoup. Et du coup, après en avoir discuté autour de moi, tout le monde me disait « Mais enfin, médecine, Lisa, c'est pas pour toi, tu n'y penses pas. » Et je me suis très vite laissée décourager. Donc, je me dis « Ok, ça va. Médecine ne sera pas pour moi. Dentiste non plus. Je voulais être interprète parce que mon frère était en études d'interprète. Et donc, du coup, je me laissais un peu porter. Il faut dire que je comprenais pas, mais je l'ai compris qu'après, quand tu sors de secondaire, t'es pas vraiment guidée. Okay, ouais. T'as bien le CIEP, etc. Mais en fait, moi, je voulais même pas entendre parler parce que... C'était peut-être trop tôt pour toi, en fait. Déjà, ouais, c'est vrai que 18 ans, quand on regarde, c'est un âge assez jeune que pour décider les études qui vont déterminer quand même... C'est ça, ouais. Donc, j'allais seulement avoir 18 ans. Je me sentais... J'étais très, très, très rêveuse, en fait. Pour moi, et c'est toujours le cas maintenant, je rêve beaucoup, tu vois, j'ai toujours Rien ne te envie... satisfaisait à 100%. Quoi. Rien, et malgré tout, l'échéance arrivait et je savais que je devais me décider. Et donc, du coup, par dépit, j'habitais Ornu à l'époque, et dans la maison familiale, et pas d'université tout près, mais à Mons, oui, donc je me dis, ok... De toute façon, dans ma famille, c'était clair, je devais faire l'université. C'est pas qu'il y avait... T'avais pas d'autre choix J'ai pas d'autre choix. Chez nous, c'est comme ça, il faut un diplôme parce qu'on sait que la vie en Belgique, elle est facile et difficile dès l'instant où tu n'as pas de qualification. Donc, il me fallait ce petit bout de papier pour avoir ma tranquillité. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et du coup, pas médecine, pas ci, pas ça. Qu'est-ce qui reste ? La communication. Je me suis aperçue en 6e que j'aimais beaucoup écrire. Et donc, je me suis dit, journalisme, pourquoi pas ? Ok. Et donc, j'avais dit à mon nono, moi je présenterai le JT, tu me verras à la télé. Donc, c'est débile parce que ce sont que des petites anecdotes et finalement, on s'y accroche et on se dit, on va faire ça. Ça m'a motivé, confirmé. Donc, je commence communication avec la ferme intention de faire du journalisme.
Les années de com se passent, tous les cours ne m'intéressent pas, mais bon, je m'y accroche. Et puis un jour, j'étais pas encore très intéressée par la mode. J'aimais bien m'habiller, mais la mode en tant que telle ne m'intéressait pas. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la mode, aimer se fringuer, avoir des belles tenues. C'est deux choses différentes. Et l'histoire aussi de la mode, pourquoi tel vêtement, etc. J'ai toujours été passionnée par le fait de s'habiller, se mettre en valeur, la couture, parce que mes grands-mères étaient couturières, enfin ma nonna est couturière. Mais ça s'arrêtait là et il y avait moins accès à l'information, c'était juste les magazines. Malgré tout, je commençais à développer un intérêt pour tout ça et au même moment, un professeur me dit « Tu as une belle voix, ça passerait bien à la radio, rejoins-nous à l'EJL, donc à Louvain-la-Neuve. » Ok, même école que j'ai faite du coup. Ouais. Sur le moment, je me dis « Tiens, tant d'intérêt pour moi, c'est incroyable !» Et du coup, alors que je ne voulais pas du tout aller à Louvain-la-Neuve, je me mets à chercher un appartement à Louvain-la-Neuve. Je trouve. Et c'était la pire année de toute ma vie. Donc tu fais le master, mais t'as pas du tout aimé Je fais 1 an de master en journalisme appliqué. Et à ce moment-là, il y avait encore une hésitation entre la voie que je voulais prendre. Est-ce que je vais être journaliste de mode ou alors est-ce que je vais être reporter de guerre ? Parce que oui, j'ai eu ce côté-là où je m'intéressais énormément à tout ça. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai toujours été intéressée par énormément de sujets, mais la mode, étant donné que ça a toujours été perçu comme quelque chose de futile, j'avais peur d'affirmer ce que j'aimais. Oui, déjà que devant ta famille, t'as dû... on t'a fait comprendre, fallait faire des études, mais en plus de faire des études dites utiles. Voilà, c'est ça. Des guillemets, il n'y a pas d'études moins bien que les autres, hein, mais... Non. Voilà, en tout cas, c'était la mentalité. Exactement, et du coup, j'étais jeune et influençable, donc j'ai suivi. Et je me rappelle, en première année à l'EJL, tu dois donc choisir tes stages. Oui. Et tout le monde se foutait de moi parce que moi, je voulais faire mon stage au L Belgique, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a encore peut-être quelques années, c'était pas encore... Ah ouais. En tout cas, moi, quand je suis passée par là, en fait, à l'époque, quand j'avais demandé à faire mon stage là, eux m'avaient dit, écoute, nous, on n'a aucun élève qui est allé là-bas encore. Et cette année-là, il y avait une autre fille, Émilie, je fais un petit clin d'œil, Émilie Massia, qui a bossé là d'ailleurs au L, qui a fait son stage elle aussi chez Elle Magazine. Et du coup, j'ai vite compris que c'était pas top, tu vois. Et je pense que j'y suis pas allée là avec beaucoup de conviction. Première expérience, middle, mais bon, bien quand même. Et bon, bref, par la suite, je finis mon année et je fais 2 accidents de voiture assez impressionnants la même semaine. À 3 jours d'intervalle, je manque de... allant en cours ou... En allant, non, c'était pour mon blog. J'étais invitée à un événement et donc je me rendais à Gand. Et bref... carambolage, bordel sur la route. Là. Et du coup, moi, je me sens complètement déprimée de cette situation. Et je me dis, après avoir vu la mort de Cyprès... ça t'a recentré un peu les choses. Ouais, ça m'a donné le droit de dire, Lisa, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire ? Qu'as-tu réellement envie de faire ? Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, si, admettons, il ne me restait qu'1 an à vivre, j'irai vivre en Italie, j'irai vivre à Rome. Donc, je vais vivre à Rome. Voilà. Ça s'est décidé comme ça, ok, ouais. Bien entendu, j'interromps mon master à l'EJL et je pars vivre en Italie. Et tu reprends quelque chose là-bas ? Et je reprends des études en communication de la mode là-bas. À savoir que tu parles italien puisque tu es d'origine italienne. Je parlais italien, mais j'avais une connaissance très, très académique, tu vois. Parce que quand c'est une langue que tu apprends de chez toi, à l'école ou dans un bouquin, moi j'ai appris comme ça. Mes grands-parents parlaient pas français du côté de maman et je voulais les comprendre, donc j'ai pris un livre et j'ai appris l'italien comme ça. Mais du coup, t'as une connaissance qui est très académique. Et je me retrouve là à rien comprendre. Parce que déjà, t'as l'italien... en Italie, t'as pas l'italien. T'as l'italien qu'on parle dans le Nord, l'italien qu'on parle à Rome, celui qu'on parle à Naples. C'est-à-dire c'est très différent. Et du coup, je me retrouve là à rien comprendre du tout. Et je me dis, mais je pensais que je parlais italien. Et en fait, non. Ouais, dans la pratique, c'est toujours... Ah ouais, et donc là, désillusion quand même. Parce que moi, j'avais... Tu disais ça va aller tout de suite. Je me voyais vivre un rêve en allant à Rome. Tu vois, comme la série Emily in Paris où là maintenant, je sais pas Lisa si t'as vu. Rome. Mais c'était ça, la partie Emily in Rome. Moi, je voyais ça un appart incroyable directement. Sauf qu'en fait, je me retrouve à vivre chez 2 vieux. Enfin, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, malgré tout, j'avais dit que je devais aller là. Donc, je m'accroche.
Et j'ai cherché, j'ai déménagé 45 fois, je sais plus. Finalement, j'ai trouvé la porte que je voulais, qui était magnifique. Et donc, je m'insère dans ce truc. Et je découvre un monde où la mode, c'est quelque chose de très sérieux, finalement. C'est pas futile, au contraire. Surtout en Italie. C'est un moteur dans le pays. Ouais. Donc, l'Italie est renommée mondialement, surtout pour ça aussi, et pour d'autres choses. Et donc, du coup, je me mets à prendre ça au sérieux. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont comme moi, qui ont envie de faire des choses, et que c'est pas seulement des rêveurs, c'est des gens qui ont une ambition et qui comprennent que la mode est un moyen de gagner sa vie. Et donc, du coup, je baigne là-dedans et je me mets à dessiner des chaussures. Et je travaille chez un créateur de chaussures qui m'apprend à dessiner. Enfin, je me mets dans des situations vraiment géniales, en fait, où chaque jour, je découvre des nouvelles choses. Alors, c'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a la solitude, parce que ci, parce que ça. Mais finalement, j'ai touché un petit peu, d'un peu plus près, cette envie de vivre à 100 à l'heure que j'ai toujours voulu, finalement. Et c'est passé au-dessus de tout le négatif, finalement. Oui et non, parce que bon, la vie est faite d'événements plus complexes et parfois je redescendais un peu en me disant je prends un billet, je rentre chez moi. J'ai pris l'avion un nombre incalculable de fois cette fois-là, vraiment, cette année-là. Et bref, l'année se termine. Et un truc qui était particulier aussi, c'est que quand j'étais à Louvain-la-Neuve, un jour on avait projeté mon profil comme étant bonnet d'âne parce que j'avais pas du tout utilisé mon compte Twitter. On nous demande de créer un Twitter et moi, j'en avais rien à foutre. Et j'avais décidé que je n'alimenterais pas Twitter parce que je ne voulais pas utiliser Twitter. C'est une très mauvaise idée parce que c'est juste un exercice. Mais j'avais décidé. T'étais convaincue. Voilà. Et donc, en fin d'année, en classe, cours que j'avais séché évidemment, on met Lisa Sortier, 0 abonnement, 0 abonné, rien du tout, 0 post, etc. Et j'avais super mal pris et je me sentais déjà... c'est pas très cool comme c'est pas une bonne... ouais. Et puis, je me sentais déjà très, très différente des autres où tu vois, à Louvain-la-Neuve, t'as une ambiance très... en short, tu vois, très bottes, étudiante, très guindaille. Et moi, j'étais là avec mes escarpins tout le temps. Enfin, je ne fitais pas avec l'endroit. Voilà, je ne fitais pas avec l'endroit. Faut aimer. C'est un mood, mais pas le mien. Et quand mon image là, quand l'image de mon profil est projetée, je me sens vraiment comme une merde. Vraiment, je me sentais déjà pas bien et là je me dis waouh, quelle claque quand même. Et pareil, je ressens ce côté école primaire, tu vois, pas du tout. Bully un peu. Ah, exactement. Et par contre, j'arrive à Rome et là tout le monde me prend pour un génie du marketing, de la com, du journalisme. Regarde celle-là, j'avais 22 ans, elle part de chez elle. Et quelque part, c'est vrai, tu vois, j'avais que 22 ans et en Belgique, j'étais paumée, j'arrive à Rome et j'ai confiance en moi, tu vois. T'avais trouvé ta place. J'avais trouvé ma place. Je me rappelle même la manière dont je m'exprimais. Parce que quand tu changes de langue, tu changes un peu de personnalité. Ouais, c'est vrai. Un petit peu, tu vois. Il faut se l'accorder. Et voilà, j'avais la Lisa belge et la Lisa italienne. Et en Belgique, j'étais plus froide et réservée qu'en Italie. J'étais très ouverte et je parlais vraiment avec tout le monde. Tu t'es épanouie vraiment dans beaucoup plus, la tu mentalité. Bon, en plus, c'était une grande ville, donc Rome aussi, rien à voir avec Mons, déjà. C'était une grande ville qui est très surveillée, donc très sécurisée. Enfin, dans le centre historique et du coup moi je pouvais me balader à 3-4 heures du matin mais jamais rien n'arrivait, tu vois. Je veux pas dire qu'il faut le faire. Oui. J'y étais bien. Et donc du coup je reviens en Belgique, j'avais l'intention de rester mais ma maman ouvre un restaurant et je comprends vite qu'elle a besoin d'aide et malheureusement tu repars je retourne en Belgique. Donc t'es restée en Italie combien de temps? Je suis restée en Italie un petit peu plus d'1 an, le temps de finir mes études, puis je reviens. Et à ce moment-là, donc ma maman ouvre le restaurant, elle a besoin de moi, je me sens un petit peu obligée de rester et finalement, j'avais encore 1 an pour faire ce stage, parce que tu as un stage en entreprise qui tu as accès à ça grâce à ton diplôme, et il a une validité d'1 an. Et quand finalement ma mère remet le restaurant parce qu'elle comprend que ça ne va pas pour elle, etc., moi je recontacte l'école en disant est-ce que je peux le faire maintenant? On me dit mais non, c'est trop tard. Et donc là vraiment je vois c'est une porte qui se ferme, mais c'est un choc pour moi parce que je le ressens un peu comme une porte qui se ferme sur un épanouissement auquel j'ai eu accès à un moment et auquel je n'aurais plus accès. Je me dis ça dans ma tête à ce moment-là, tu vois.
avec une profonde tristesse. Ouais, t'étais vraiment déçue. Enfin, je pense en même temps que la réponse, elle est... Oui, et je me dis, punaise, avec le prix de mes études, quand même, vous pourrez faire un effort et il n'y a pas moyen, quoi. C'était quoi, de quelques mois, de quelques jours Le stage que t'as la validité, du coup, La validité, c'était 1 an. Et j'avais 1 an pour faire ce stage. Et moi, je crois que le temps que ma mère ferme le restaurant, cette validité dépassait quelques semaines, tu vois. Pas beaucoup. C'était pas grand-chose. Et ils t'auront... Ouais. Et donc, la porte se ferme pour moi. Première grosse claque. Ouais, première claque. Mais malgré tout, je garde en mémoire tout ce qu'on m'a appris là-bas. Et il y a une phrase qu'une prof disait tout le temps. Elle disait « Mettetevi in gioco », c'est-à-dire « Mettez-vous en jeu, faites les choses ». Parce qu'il faut tester. Et c'est vrai. Finalement, si tu te mets pas en jeu, il se passe rien. Parce que le pire, c'est quoi ? C'est d'échouer. Mais le pire de tout, vraiment le pire du pire, ce serait de même pas essayer, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis en tête que rater, c'est pas grave. Réussir, c'est mieux, mais je vais pas l'atteindre tout le temps. Peut-être même jamais. En tous les cas, comme je l'imagine moi. Et c'est une philosophie qu'en Belgique, on n'a pas. En Belgique, tu fais un truc, tu le montes jusqu'au maximum, tu prends toute la thune que tu peux prendre. Ça, c'est une réussite parce que tout le monde comprend que tu as réussi. Oui. Et donc, du coup, si tout le monde comprend, tu comprends que tu réussis. Et en fait, moi, je voyais pas les choses comme ça. Moi, je voulais m'amuser dans ce que je faisais. Je veux pas avoir un travail où je sens que je travaille. Ouais. Tu cherches pas à être parfaite, de te sentir toujours dans ce truc où t'es à l'aise, où tu sais parfaitement ton travail, où finalement il y a plus de surprises. Non, moi, tout ce qui est routinier m'ennuie profondément. Et si l'ennui s'installe, je suis paralysée. Je ne sais rien faire. Sauf que, en parallèle de cette envie-là de jamais s'ennuyer, il y a un besoin qui est de gagner sa vie. Oui. Parce qu'une fois que tu quittes la maison de tes parents, il faut payer ton appartement, il faut faire tout ça. Et donc finalement, je suis déçue. Donc après cette première déception, je me dis ok, je vais quand même me lancer et me mettre en jeu, comme disait cette prof. Et je crée un magazine de mode. Bon, j'arrive pas à le mener. Très honnêtement, j'arrive pas à le mener. Surtout que les gens qui m'entourent dans cette initiative, c'est des amis. Et les autres sont intéressés par le projet, mais alors me tombent dessus dès l'instant où je fais pas les choses correctement. Parce que pour eux, si j'incarne le rôle de rédac-chef, je vais être parfaite. Sauf que moi, oui, c'est la première fois que je suis rédac-chef aussi, tu vois. Oui. C'est pas... Et puis, c'est bénévole parce que ça ramène pas une thune. Donc on espère un succès pour, à un moment donné, avoir un business model qui nous permette de gagner un peu notre vie autour de tout ça. Bon, surtout que ça prend du temps de prendre ses marques, de réussir, de garder une bonne ligne. Enfin, voilà, je veux dire, un média, ça prend beaucoup de temps. Et puis, après ça, un ami me recommande quelqu'un, une dame qui bosse notamment en radio RTL, qui, elle, a besoin d'une assistante. Et je prends ça comme une opportunité, ne serait-ce que pour aussi découvrir un peu ce métier, parce que j'aime beaucoup la radio et que ça a peut-être toujours été aussi un rêve, quelque part, de faire ça. C'est un truc que j'ai encore jamais abordé, mais bon. Donc du coup, elle me demande d'écrire ses chroniques, et moi j'écris ses chroniques. Je suis au début pas payée, parce que c'est gratuit, qui vit gratuitement, donc je fais métier passion, Bruxelles. Donc gratuit. Et donc elle me dit, voilà, je te paye pas. Par contre, je lance ton magazine d'ici 4 mois. Il est lancé. Alors moi, à ce moment-là, on me dit ça, mais c'est pas que je marche, je cours, je fonce. Et j'ai oui, bien entendu. Ouais, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau. Et je me donne corps et âme pour son truc en plus. Sauf que si je me donne corps et âme pour elle, j'ai plus le temps de me donner corps et âme pour moi. Donc finalement, je crois qu'elle le savait au fond d'elle, mais il n'y a plus rien à sortir, il n'y a plus rien à créer. Ouais. Et dans la foulée, elle crée un magazine pour lequel c'est moi qui écris aussi les articles. Elle écrit majoritairement les siens, mais je veux dire, du coup, je me retrouve face à une deuxième déception. Et quand je comprends, en fait, qu'on s'est foutu de moi, deuxième claque. En plus de ça, elle me fait passer pour une diva qui a trop d'exigences. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je vois la chose. Je vois juste que j'ai donné du temps. J'ai eu beaucoup de mal à être payée. Finalement, j'étais un peu payée. Et voilà, je me sens encore une fois flouée, quoi. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable que à chaque fois que je fais un truc, je mets de l'énergie qui t'arrête. Et puis ça s'arrête. Bon, t'étais jeune aussi. Je revenais d'Italie, c'était en 2016, j'avais 25 ans.
25 ans, t'as pas non plus l'expérience Oui, de pouvoir dire voilà, je mérite ça, bien entendu. je dois faire ça. Enfin, je suis personne. Donc, je dirais, les choses se mettent en place. Mais malgré tout, ma vision des choses, c'est un peu d'injustice quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, je suis tellement dégoûtée que je me dis, ok, probablement, parce que j'avais envoyé plein de CV partout et j'avais été prise nulle part. Parce que parfois, simplement, t'envoies des CV, ils cherchent pas, tu vois, c'est pas le bon moment. Et du coup, je me dis, ok, je vais reprendre un master en Belgique parce que j'avais laissé en suspens mon master à l'EJL. Et parce que finalement, t'étais pas diplômée officiellement d'Italie puisque t'avais pas fait ton stage. J'étais quand même diplômée. Ah, t'étais quand même diplômée. J'étais quand même diplômée, mais le diplôme, c'est un diplôme italien. Donc, je veux dire, ici... en Belgique, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc, tu refais un master. Donc je vais à l'EJL pour me réinscrire. Et finalement, je me dis, bon Dieu, je veux pas revenir ici. Donc, finalement, j'annule mon inscription et je retourne au FUCAM à Mons. D'accord. Et là, c'est chouette parce que je rencontre deux vrais amis, Dimi et Alex, si elles m'écoutent. Je vous fais des gros bisous. Seigneur. Et finalement, je me retrouve avec des filles beaucoup plus jeunes, mais qui sont très chouettes et qui ont... l'ambition qui ont de l'ambition, qui ont des idées, et du coup, ça m'apporte beaucoup de choses. Le master en lui-même m'ennuie parce que, j'ai l'impression que c'est une redite de ce que j'ai déjà vu 100 fois. Oui, c'est vrai que les masters en communication, c'est pas ouf, quoi, mais voilà. Et du coup, à ce moment-là, c'est en 2020, et le Covid arrive. Ce sacré Covid. Ouais. Qui finalement coupe encore une fois l'élan. Exactement. À toi et à plein de gens d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, ça m'a fait l'effet inverse. Je fais la première année du deuxième master au FUCAM. En fin de première année, je bosse dans l'entreprise familiale comme étudiante. Et toute la thune que je peux accumuler à ce moment-là, je me dis, là, je vais créer ma collection. Donc, je vais chez une personne qui me fait les patrons, une personne qui me fait la collection, et je me retrouve avec toute la collection de prototypes. Ok. Sauf qu'une fois de plus, ça se passe pas bien. Pourquoi ? Parce que, j'arrive chez le mec qui fait les patrons, et lui, il faisait les patrons pour la marque Nathan à l'époque. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ressort tous les patrons de Nathan, et il me les refourgue. Toi, ouais. Mais moi, je comprends pas tout de suite, parce que moi, j'ai dessiné des modèles, tu vois. Donc moi, j'ai créé toute une collection, j'ai tout un univers, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'il s'est un peu servi de ce qu'il avait déjà, qu'il a... T'es plus que bloc. On va ajouter, il on va retirer, il n'a pas fait grand-chose. Et donc, je me retrouve avec toute une collection de patrons, enfin, tous les patrons, et je sais pas trop quoi en faire. Donc, j'arrive chez la femme qui doit me faire, donc la couturière qui doit me faire je perds mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Qui doit finaliser, ok. Et donc, elle me dit, les patrons que je vois ne correspondent pas au dessin que tu me montres. Donc, du coup, on doit refaire toute cette collection de prototypes, et là, avec elle. Et donc, en fait, tout mon budget part. Oui, parce que ça coûte très cher en Belgique de produire des vêtements. Et donc, énième déception, où ça va pas dans le sens initial, dans le sens désiré. Et donc, du coup, un jour, je me retrouve à Paris et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Là, t'es en mode solitude, dans les rues parisiennes, à dire, il y a ça qui a pas été. Je me dis, soit je vais à ce truc-là, Première Vision, pour voir les tissus, des collections l'an prochain. Et finalement, je me dis, c'est ridicule parce que je sais que j'ai pas la profondeur financière pour le faire maintenant, que j'ai encore une année de master qui m'attend. Et donc finalement, qu'est-ce que je fais ? Je trouve un fournisseur, j'achète une première collection et je mets en ligne. Certaine que ça va cartonner. Je mets en ligne. Rien ne se passe. Et au même moment, j'avais ce petit copain-là qui me disait « il faut gagner ta vie ». Donc finalement, je m'étais éloignée de cette idée de créer une collection et je m'étais plutôt mis dans l'idée de vendre directement, tu vois. Ok. Et quelque part, j'avais tout un schéma en tête où je me disais « voilà, je vais vendre des vêtements pour gagner de l'argent, pour finalement financer après la collection » parce que j'avais pas perdu cette idée-là. Et donc du coup... J'achète la première collection et rien ne se passe parce que forcément, oui, il y a un peu de gens qui me connaissent, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut m'acheter des fringues pour autant parce que les gens savent pas encore que je fais ça. Le temps passe, le Covid arrive. Ok. Et à ce moment-là, on se retrouve, ma sœur et moi, à la maison avec ma maman. Et j'ai toutes ces fringues-là. Et j'ai dit, mais qui sont là et qui m'attendent, qui me regardent. J'avais bien fait des codes promo avant le Covid pour dire dégagez-moi tous ces trucs. Mais ça ne prenait pas du tout. Et du coup, j'ai dit à ma sœur, écoute, on va faire des photos dans le jardin.
On va les poster sur Instagram et tant pis, advienne que pourra. Étant donné que nous sommes jumelles, l'effet est toujours beaucoup plus important parce que tu regardes les similitudes entre les deux personnes, tu vois. T'as un double, mais là, tu dois pas le recréer avec Photoshop, quoi. Il est humain. Il est là. Et du coup, on portait les mêmes tenues sur les photos. On est jumelles, pardon. Et du coup, voilà, ça a pris, ça a fonctionné. Ouais, il y a toute une imagerie qui fonctionne. C'est ça. En fait, j'ai réalisé à ce moment-là que, ok, les vêtements que je vends, ils sont faits et vendus par plein de gens en Belgique. En Belgique, en France, en Italie, partout. Mais moi, j'ai un truc à faire en plus peut-être que les autres, c'est y apporter un peu de créativité. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu comment je pouvais tourner ce truc-là. Et j'ai appelé la boutique Il Négoce, ce qui veut dire en français le magasin. Donc, c'est un nom très simple, mais qui finalement... ça donne déjà une touche italienne, tu vois, qui est un peu inhérente à moi. Je cherche pas, c'est comme ça, mais voilà. En plus, ça rappelait ton voyage en Italie, tout ce que t'as appris là-bas, finalement. Et donc, une fois que je dois faire un petit setup shooting à la maison, je prends un peu les décos de la maison, et voilà, déjà, c'est ça, et ça prend, et c'est bon, finalement. Même, pourquoi chercher de midi à 14h quand l'évidence est devant toi? Exactement. Et du coup... on confine et là ça n'en finit plus, c'est des colis tout le temps et je poste tous les jours et tout ce que je poste tu fais des lives aussi. On a fait les lives avec Julia. Julia avait ce rôle un peu de la comique et moi celle qui notait les commandes derrière, mais ça fonctionnait parce que ça divertissait les gens. Ça cartonne tellement que je me dis je vais ouvrir un showroom à Bruxelles et c'est là que t'es venu pour le shooting. Oui. Et donc en parallèle de ça, j'ai créé une collection parce que je m'étais quand même dit quand j'aurai mis assez d'argent de côté, je vais sortir la collection. Donc je la sors et je sais pas quoi faire de ça. Cette collection est là, je la trouve jolie, mais elle est pas encore, c'est pas encore ce que je voulais. J'arrive pas à l'amener et puis je me retrouve dans une période de ma vie où j'ai du mal à m'en sortir toute seule. Un point de vue, j'ai pas la motivation. J'ai un grand moment de fatigue. Et puis, tu as fait beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées sur un laps de temps, parce que c'est vrai qu'on parle que de l'aspect professionnel, mais il y a forcément plein de choses qui rentrent en jeu. Évidemment, le Covid, le confinement, tout ça. Et tout le monde ne l'a pas forcément non plus. Enfin, ça a joué, je pense, sur le moral de tout le monde aussi. Je perds mon grand-père quelques mois avant ça, et pour moi, c'est une grande perte. Tu vois, dans ma vie, ça change beaucoup de choses. Ça t'a beaucoup affecté. Ça m'a énormément affecté. Ouais. Et au même moment, je vis une rupture amoureuse, donc ce qui n'aide pas. Mm-hmm. Et t'as plein de choses au final. Plein de choses, et je me retrouve avec cet appart magnifique qui me coûte une blinde. Et en fait, moins j'ai de motivation et moins j'arrive à l'assumer. Donc là, je prends une décision, je remets mon appartement 9 mois plus tard, alors que moi, je me voyais vivre là des années. Je remets mon appart et je me dis, j'arrête la boutique, je veux plus. Je rentre et la crainte que j'ai... Parce que je me dis, s'il n'y a plus d'argent qui rentre, comment je fais, etc. Je me trouve un travail. C'est là que je bosse comme community manager à la ville de Mons. Ah oui, une expérience qui t'a pas stimulée. Non. Là, je m'emmerdais terriblement. Et donc, du coup, dès que je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je me mets à penser à toutes les choses que je pourrais faire en plus pour plus m'ennuyer. Et donc là, je relance la boutique. J'ouvre une boutique dans le piétonnier. Et j'ouvre quelques mois seulement. Parce qu'en fait, je traîne toujours cette fatigue mentale. Tu règles jamais vraiment je règle pas ce problème. Ouais. Voilà, je le règle pas. Et donc, j'ai cette fatigue mentale qui est là. Et malgré tout, je la camoufle énormément parce que tous les jours, ça va. Je m'habille, je me coiffe, je me maquille, je fais des trucs, je bouge tout le temps. Tu as la face. Ouais, je sors tout le temps, je bouge tout le temps. Je vois plein de gens et je suis heureuse de ça sans comprendre qu'en fait, je suis fatiguée. Et quelque part, je me dis, fatiguée de quoi ? Meuf, t'as pas le droit d'être fatiguée, tu vois. Oui, en vrai, je peux comprendre que quand ça, c'est pas dans ton éducation, quand t'as pas appris à lâcher prise, c'est vrai que c'est compliqué. Mais t'avais toutes les raisons du monde de l'être, sans doute. Et t'avais vécu quand même des choses compliquées. Enfin, peut-être que c'est selon toi pas les choses les plus dures. Tu vois ce qu'on disait avant l'enregistrement, c'est que quand ça se passe sur le moment, je ne réalise pas l'étendue. En tous les cas, je me donne pas la légitimité de vivre le truc. Et du coup, je le vis a posteriori et je réalise quand c'est vraiment très très loin, tu vois. Tu t'autorises pas à vivre pleinement tes émotions, en fait. Jamais. J'ouvre la boutique tout en continuant à travailler à la ville. Et là, je demande à mon employeur de me mettre en mi-temps.
ils acceptent de le faire. Donc je travaille de 9h à 12h30 à la ville et puis je cours pour ouvrir la boutique à 12h36. Et j'ouvre la boutique jusqu'à 18h et puis je rentre chez moi. Et il faut savoir que j'avais déjà lancé l'agence de communication à ce moment-là. Et donc le soir, je travaille pour mon agence. Et en fait, tout ça entraînant une fatigue, tu vois. Mais là, tu acceptes de dire que c'est normal d'être fatigué à ce moment-là. Là, oui, je comprends. C'est plus possible au même moment. À la ville, ils sont pas du tout contents de moi parce que je suis épuisée, donc je fais plus très bien mon travail. Oui, forcément. De toute façon, tu peux pas être à 100% dans autant de choses et avec autant de fatigue derrière les toi. Clients de l'agence, ils me disent oui, la campagne n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Et en fait, d'un moment à l'autre, je me retrouve engloutie. Puis la propriétaire de la boutique commence à faire des problèmes pour rien du tout. Et j'ai pas l'énergie pour lui dire écoute, calme-toi, on va ranger ça. Je dis ok, ça va, je te la rends ta boutique, tu m'emmerdes. Et donc, du coup, je me retrouve du jour au lendemain, sans boutique, sans travail. J'ai toujours l'agence, mais bon, je suis tellement saoulée de ce qui s'est passé que j'ai plus envie de continuer. Tu mets sur pause. Je mets tout sur pause. Et à ce moment-là, mon associé entre dans ma vie. Mais Simon était déjà là dans ma vie depuis un petit temps. Donc, à savoir que Simon, c'est le mari c'est mon mari, c'est depuis juillet. Récemment. Et au début, on était simplement amis. Et en fait, on parlait énormément business parce que c'est le truc qui, tout de suite, nous a un peu rassemblés. Et on mange une pizza à 2 ce jour-là. Et on voit sur Facebook qu'il y a un commerce à remettre dans le centre-ville de Mons. Et je dis, on va le voir. Allez, on y va. Et finalement, on finit notre pizza. On va voir ce local et on dit, bon, on le prend. Pour faire quoi, on ne sait pas encore. Hein. Ah, vous ne saviez pas encore on à savait ce pas moment-là, encore, okay. Tu vois. Tout ça en se disant que je venais de fermer la boutique que j'avais. J'étais claquée, mais d'un autre côté, je me dis, je ne peux pas rester sans rien faire. La boutique... En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, en fait, tu te rends compte que tu es fatiguée de courir après tout le temps. Et d'un autre, tu sais pas te poser. Non, je sais pas faire ça. Et donc, on ouvre un restaurant. En plus, un restaurant, c'est tellement évident. C'est tellement pas fatigant. Et donc, du coup, on ouvre ce truc. Et je suis pas du tout qualifiée, moi. Parce que je me dis directement, on va mettre en place une équipe qui va gérer ça. Et puis, on va en ouvrir un autre et on va faire une chaîne, tu vois. Ouais, évidemment. Oui, dans la tête, ça paraît tellement plus sur évident. Sur papier, c'est génial. On a fait tous les calculs du monde. Ça semblait vraiment nickel. Puis, on commence à travailler dedans. Et déjà, pendant 1 mois et demi, on fait les travaux. On fait tout nous-mêmes. Hein. Donc, moi, je mets du carrelage comme si j'avais toujours fait ça. Enfin, tu vois, je m'épuise. Vraiment, on s'épuise parce qu'il avait fait super froid et on était morts, tout simplement. Donc, tu es déjà épuisé d'1 mois et demi de travaux où tu travailles de 9h du matin jusqu'à 2h du matin sans jamais t'arrêter. Où tu fais tout toi, en fait. Tu fais tout seul. Et finalement, là, il te faut un regain d'énergie parce que tu ouvres le restaurant. Et quand tu ouvres, souvent, tu as beaucoup de monde. Surtout que j'en parle sur les réseaux et que ça attire quand même du monde. Surtout, tu as ta petite notoriété, c'était très beau, une belle esthétique. Donc forcément, les gens sont curieux. Et je me rends compte qu'en fait... Tant mieux, mais j'ai déjà plus l'énergie pour tout ça, tu vois. J'ai plus du tout l'énergie et il y a trop de monde, donc il nous faut des étudiants. Il y a tout cet aspect-là de gérer du personnel qui me fatigue encore plus, me plaît pas tout simplement. Oui, il faut savoir le faire, hein, finalement. Être patron, c'est pas que tenir quelque chose, c'est aussi gérer du personnel. C'est beaucoup de social, tu vois. Quand t'as une équipe, tu dois prendre le rôle du père de famille dans un restaurant. Et moi, je veux pas du tout incarner ça parce que ça m'intéresse pas. Et du coup, on n'en peut plus. Simon, pareil. En plus, il y a le doudou. Et le doudou, à Mons, c'est l'événement de l'année. C'est des milliers et des milliers de personnes dans les rues. C'est une épreuve humaine. Hein. Je me fais taper dessus par une vieille. Tu t'es fait taper dessus par une vieille. Ouais, j'ai tapé en retour, mais non, parce que simplement c'était une vieille qui voulait pisser sur le parquet et que moi j'ai refusé parce qu'on pisse pas par terre dans un restaurant, madame. Et du coup, elle me met un coup de poing ici ou un coup de poing là, et puis finalement, on continue parce que le restaurant est là, qu'il faut le faire tourner, qu'il y a des factures, et voilà, c'est le même. Surtout que un restaurant, franchement, de tous les commerces que tu peux ouvrir, c'est le truc, s'il y a bien quelque chose de compliqué, c'est ça. Et surtout, je veux dire, vraiment, c'est une chouette petite ville en été, mais en hiver... ça vit pas trop. Ça vit pas beaucoup, mais l'hiver, il est long chez nous. Donc, la belle période. Pratiquement toute l'année, finalement. Voilà, donc c'est quand que tu fais tourner ton business, tu vois. Ouais. C'est complexe. Et donc,
bah voilà, le temps passe et on rentre dans l'automne et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Et donc du coup, avec Simon, on s'est dit, ok, là on va arrêter les frais parce qu'on n'en peut plus. En plus, bah voilà, t'es démotivé quand t'as plus de clients, t'as plus envie d'ouvrir, mais tu fermes, tu prends des vacances une fois, 2 fois, bah c'est fini, les clients ils t'oublient, tu vois. Oui, en plus à Mons, c'est vrai qu'il y a tellement d'établissements qui ouvrent. T'as pas le jour là, bah tu vas chez le voisin, quoi, tu vois. Donc, et puis même, on n'était pas fait pour ça. Oui, après c'est vrai que c'est c'est un métier qu'on a, je pense, dans les gènes. Enfin, en plus t'as eu ta maman qui a fait la même chose. Ouais, j'avais déjà eu une première expérience en réalité, j'aurais dû m'en contenter, mais Simon, avec son enthousiasme, m'a retourné un peu le cerveau. Et puis finalement, bah voilà, on se retrouve à avoir plus beaucoup de clients et moi, bon bah. On prend plus d'étudiants parce qu'il n'y a plus de travail, tu vois, il n'y a plus personne. Et tu prends plus de plaisir depuis un moment. Plus du tout, depuis très longtemps, en fait, depuis le début. Depuis le début, en fait, comme t'expliques. Et je me rappelle, il y avait une étudiante qui était très gentille, elle me disait « Vous n'êtes pas bien, hein. On le voit, vous n'êtes pas heureuse ici. » Oh non. J'ai dit « Punaise, si ça se voit, c'est que vraiment, là, enfin, je le sentais fort en moi, mais bon, je croyais pas que ça se voyait. » Et puis, au même moment, une école me contacte pour donner cours de français. À Saint-Stan, et je vais donner cours de français avec une petite crainte quand même, parce que tout ce qu'on dit sur les jeunes d'aujourd'hui, j'avais un peu peur, tu vois. Et finalement, voilà, je rencontre des jeunes vraiment chouettes. En fait, la majorité m'a semblé tellement convaincue déjà. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais ils étaient surtout tellement remplis d'espoir. Et justement, moi, j'avais plus d'espoir. Et ça tranchait aussi avec ta toi de 2009 qui finit sa réto, qui, exactement, elle non plus ne savait pas ce qu'elle voulait faire et qui ne s'est jamais retrouvée dans exactement. Les élèves que t'as. J'étais pleine d'espoir à l'époque et finalement, je me retrouve dans un restaurant qui m'emmerde et qui me pompe toute mon énergie. Et je me dis, je suis face à ces gamins qui, eux, sont pleins d'espoir, ont envie de faire plein de trucs. Et je m'étais dit, si moi, je pouvais recommencer à leur âge, si je pouvais retourner à leur âge, qu'est-ce que je ferais de différent ? Et voilà, en janvier, on remet le restaurant. Ça, c'était en décembre. Bon, à chaque fois, t'as toujours ce petit truc de quand même, qu'est-ce que je ferais s'il me restait un an à vivre, qu'est-ce que je ferais si... Quand je suis au pied du mur, je me pose la question. En fait, c'est qu'il y a qu'à ce moment-là que tu commences à cogiter et à réfléchir, à te poser un petit peu, en fait. Ouais, et puis je me rappelle pour le dernier jour de cours, avec mes élèves, on va au restaurant et je leur offre le cacao. Et c'était tous dingues. Madame, c'est génial ici. Et moi, je voyais ça comme un truc vraiment qui me saoulait. Bref. Là, on clôture cette année-là, on remet le restaurant. Et là, je me dis, ok, là, maintenant, il faut faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc, début 2024. Début 2024, 32 ans, un mariage en préparation. Et je me dis, ok... Parce que ton associé, du coup... Ouais, mon associé, entre-temps, est devenu un peu plus que mon associé. On s'est mariés. Et du coup, voilà, je me suis posé la question et je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a une part de rêve que je dois lâcher. Parce que continuer de rêver tout le temps, c'est un peu entretenir une illusion. Parfois, il faut se rendre à l'évidence que... peut-être que tu vois, j'avais trop de rêves, ou alors des rêves qui étaient complètement pas réalistes. Et puis aussi... La vie, c'est un peu une loterie, tu vois. Moi, je suis née... j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Ornu. Mes parents étaient indépendants et avaient une concession automobile. Ils n'avaient pas une maison de mode, tu vois. Je veux dire, c'est déjà... Ton background, il explique beaucoup de choses. Il explique pas tout parce que quand tu as vraiment l'envie, tu as vraiment la dalle, tu peux aller très, 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 très loin. Et peut-être que moi, j'en ai manqué à un moment donné. T'as quand même fait... après, faut pas non plus, je pense, dénigrer tout ce que t'as fait. Parce que quand on regarde justement, comme tu dis, ton background, par rapport à où t'en es aujourd'hui, par rapport à tout ce que t'as fait, à tout ce que t'as essayé, c'est pas destiné à toutes les personnes qui sont nées dans le borinage, dans une région qui est pas forcément très riche, très stimulante. C'est vrai. Et finalement, t'as quand même fait beaucoup de... Je vais être trop dure avec moi-même. Ouais. Mais j'en remarque quand même un truc, c'est que je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression, tu vois. Je vais jamais très, 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 très exigeante. Et en fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à accomplir les projets qui me tenaient réellement à cœur parce que j'y mettais vraiment, je veux ce truc et j'y arrive pas. Et j'arrive toujours pas à les atteindre. Et par contre, les projets, comme la boutique de vêtements, finalement, c'est un truc qui s'est fait comme ça parce que c'est un concours de circonstances. Là, ça a fonctionné, tu vois. Parce que je me suis moins mis la pression. Et je pense que quand on a envie de faire des trucs, avoir l'envie, c'est très très bien. C'est le début. Quand t'as l'envie, c'est le début. Après, il y a
tout un raisonnement à avoir et tu te dis, ok, j'ai l'envie, je suis motivée, j'ai les fonds pour, je me lance, j'y vais. Mais je pense que se mettre une pression aussi forte, c'est pas parce qu'à force, en fait, tu ne prends plus de plaisir aussi et ça te dégoûte et finalement, ça impacte ton envie, ta motivation. Et puis même, tu te crées un stress, tu vois. Quand tu te mets la pression pour un truc, tu te crées un monde autour de quelque chose qui est complètement accessible, tu vois. Mais comme toi, t'as envie de ce truc, tu te dis, ouais, ça va être... Enfin, c'est dément comme truc, donc tu te crées une crainte et en même temps une excitation, enfin, c'est très particulier. Mais du coup, ici, j'ai lancé l'agence de communication. Parce que je me suis dit, je pense que dans la vie, il faut faire ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire facilement. Moi, ce que je sais faire facilement, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que je vois une marque, à chaque fois que je vois une petite entreprise ou même une plus grande, je me dis, punaise, ils auraient pu faire comme ça, ils auraient pu faire comme ça. Et du coup, au lieu de garder cette réflexion pour moi, aujourd'hui, je la partage. Et j'en parle avec l'intéressé, ça passe ou ça passe pas. Et c'est comme ça qu'on commence à collaborer avec mes clients. Et voilà, ça se passe bien. Et c'est ton activité principale, du coup, maintenant. Maintenant, ouais. Ok. Et donc, voilà, comme pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant, maintenant que voilà, tu t'es plus ou moins stabilisé, bon, après, c'est pas... Peut-être si dans 6 mois, on se reparle, à mon avis, tu me diras... Oui, il y aura forcément autre chose. Je pense que je vais lancer mon entreprise de je ne sais quoi, mais bref. Mais justement, est-ce qu'à l'heure actuelle, comme on a grandi avec les réseaux sociaux, comme on a grandi avec... des gens qui ont démarré de rien, ont fait des choses incroyables et parfois à un très jeune âge. Est-ce que, justement, on oublie que réussir, c'est pas forcément à être très riche, être très suivi. Réussir, c'est aussi essayer les choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on ne se met pas trop la pression par rapport au fait que maintenant, on ait beaucoup de choix ? En fait, il y a plusieurs questions dans ta question, je pense. Maintenant, la première chose qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous vend de la facilité. On te montre que des gens arrivent très très loin, hyper facilement, sans jamais avoir vécu de drame, de déception. Il n'y a pas vraiment de transparence, forcément. C'est du storytelling, toutes les personnes qui réussissent sur les réseaux sociaux. Si elles vendent leurs échecs, ce ne sera pas aussi vendeur. Donc du coup, on nous vend aujourd'hui une réussite facile à atteindre, et c'est faux. C'est complètement faux. Je veux dire, tu prends l'exemple de juste la meuf, Lena Mafouf. Oui. C'est une fille qui, à mon avis, travaille tout le temps, comme une acharnée, tu vois. Oui. C'est peut-être la seule qui a commencé à en parler un petit peu. Sinon, vrai. Avant ça, t'avais l'impression que toutes les meufs sur les réseaux sociaux, elles se levaient le matin pour faire un peu de sport et puis se maquiller, faire une photo et c'était tout, tu vois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il y a déjà ça. On nous vend ça et on se dit... Toutes les filles qui commencent sur les réseaux sociaux et qui ont l'impression de copier le mode de vie des filles qui réussissent, n'arrivent pas au même endroit que ces filles-là. Parce qu'elles se fourvoient, forcément. Et du coup, elles se disent, mais je suis vraiment une merde. Moi, j'y arrive pas. Or que, je pense qu'il ne faut pas voir les réseaux sociaux comme une finalité en soi. Il faut voir les réseaux sociaux comme un moyen. Moi, pour ma boutique, c'est ce que j'ai vu. Les réseaux sociaux, c'est un moyen. C'est un moyen de toucher des gens. Et donc, du coup... Vouloir réussir sur les réseaux, quoi. Enfin, mais même parfois, je me le dis à moi-même. Tu vois, je me dis, ouais, il faut que je reprenne mes publications. Mais justement, toi, tu penses pas que ça t'ait rajouté du stress? Tu voyais tous ces gens à côté qui arrivaient qui parvenaient à créer leur marque ou à avoir des contrats via les réseaux. Est-ce que justement, toi, tu t'étais pas rentré à un moment dans une course au toujours plus parce qu'on nous montre toujours plus? Ça te crée une angoisse incroyable. Et surtout, en fait, tu te compares. C'est vraiment ça le gros problème, c'est la comparaison des uns et des autres, où tu te dis, moi j'ai ça, elle a ça, lui il a ça, alors qu'il a fait ça. Et ça, c'est insupportable, parce qu'encore une fois, on te montre que ce qu'on a envie de te montrer. Et toi, tu connais ta réalité, donc tu peux... Moi, je pouvais pas m'empêcher de me comparer. Puis, il y a des moments de lucidité où je me dis, allez, je m'en fous de ces conneries. Et voilà, je reviens à ma vie à moi et je me focalise là-dessus. Mais c'est hyper dur, tu vois. Et même, je veux dire, encore maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, peut-être plus avec la même ardeur qu'avant, parce que... ça demande beaucoup de temps. Ça demande énormément de temps et surtout, ça demande énormément de mise en scène. Et il y a beaucoup de compétition aussi. Mais ça, à la limite, on pourrait se dire, on s'en fout de la compétition. Ouais. Moi, je me focalise sur mon truc et ça marche pas, tant pis. Mais en fait, c'est énormément de mise en scène. Moi, l'année passée, je me suis lancé un challenge de faire une vidéo par jour pendant 90 jours pour arriver aux 10 000 abonnés.
je n'y suis pas arrivée, spoiler alerte. Tout simplement parce qu'en fait, tu crées du contenu, tu sais pas pourquoi tu le fais, tu te dis ok, je vais arriver à 10 000 abonnés. Arriver à 10 000 abonnés, c'est une manière d'être un peu crédible, ça c'est un fait, mais bon, tout ce que tu mets en place pour y arriver finalement... Mais moi, je me suis arrêtée à ça parce que je me dis, je crée des vidéos tous les jours et elles m'apportent rien. Oui, ça n'avait aucune plus-value. Ça n'apportait rien à personne et même moi, peut-être ça pouvait parler à des gens, mais en tous les cas, à moi, ça ne me parlait pas et je me disais, mais je parle de quoi ? Je parle de business, je parle de mode, je fais quoi ? Enfin... Donc au bout d'un moment... Bon, après, je pense aussi que tu as une perte de sens. Quand tu veux faire trop de choses tout le temps, être dans la quantité, je crois qu'il y a une perte de sens. Mais ça te met dans une aussi, course, effectivement. Quand tu crées un truc et que tu te mets à raisonner un peu sur les réseaux sociaux, ça te met dans une course, tu perds ton temps, tu perds du sens, tu t'amuses plus. Donc effectivement, c'est pas à prendre à la légère, tu vois. Il faut vraiment raisonner autour de ça et se dire, ok, c'est un levier, mais c'est pas le truc qui va, qui va donner le ton pour toute ma vie et toute ma carrière. Sûr. Bon, surtout qu'on sait pas encore comment ça va évoluer. Ça va très vite en plus. Exactement. Et quand tu regardes maintenant ton parcours, maintenant qu'on en parle, etc., quelle leçon, toi, tu retiens de tout ça et qu'est-ce qui est à prendre finalement et au contraire à laisser? Qu'est-ce que la Lisa de maintenant, elle dirait de tout ça? Avec le recul, je me dirais d'essayer encore plus de choses. Ah ouais? Ouais. De tenter encore plus loin, de pas avoir peur de... Parce que j'avais très peur de ce dont j'avais envie, tu vois. Je me disais non, je peux pas. Et en fait, si, il faut y aller, il faut le faire. Ceux qui veulent partir doivent partir, ceux qui veulent bouger, allez, même quand tu finis les secondaires, si tes parents peuvent t'aider à le faire, il faut le faire. Il faut voir ailleurs ce qui se fait, en tous les cas. Il faut se mettre en jeu, ça c'est une certitude. Ce que je garderai de la moi jusqu'à présent, donc de toujours, c'est cette envie constante de se mettre en jeu, cette envie constante de créer quelque chose. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ma personnalité. Ce que je laisserai, par contre, c'est le manque de confiance en moi. Ouais. Ça, c'est un truc que je laisserai et qui, en fait, fait partie de moi. Et c'est aussi ça qui fait que je me mets en jeu, peut-être. C'est le manque de confiance et je cherche des réponses dans un peu tout. Ouais, mais te prouver que tu es capable de le faire. C'est ça. Et... Donc, c'est un moteur et en même temps, ça me ralentit. Je pense que ça concerne énormément de gens. Tu vois, l'humain est fait comme ça. Il veut voir et en même temps, il a peur. Mais c'est vraiment le truc que je laisserai de côté, ouais. Après, moi, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, malgré tout, même si tu as beaucoup changé, que tu disais au début, c'est que ça te fatiguait quand même, mais malgré tout, même si tu n'arrives pas à te poser, justement, tu ne te poses pas dans quelque chose qui ne te convient pas. Genre le restaurant, jamais, finalement, ça a tenu 1 an, ça ne te plaisait pas du tout, ben, t'es parti et... Tu seras incapable de ça. Et justement, il y a peut-être beaucoup de gens qui vivent des choses compliquées au boulot, etc., et qui peuvent peut-être entendre aussi ça, de se dire à un moment donné, si ça te coûte ta santé aussi, mentale et physique, faut pas rester. D'un autre côté, la vie, elle est tellement courte que oui, ton travail te donne un salaire et tu peux payer ta maison et tu peux aller au restaurant 1 fois par semaine ou aller en vacances 2 semaines sur l'année, et quoi ? Et tu fais quoi de ça ? Enfin, je veux dire... Moi, je veux pas d'une vie comme ça qui m'ennuie, je veux d'une vie excitante au quotidien. Alors, ça n'existe sans doute pas. Même les personnes qui ont l'air d'être à 100 à l'heure sont pas vraiment à 100 à l'heure, je le sais. Mais rester là à m'appesantir sur un truc où je sais très bien et j'ai compris depuis le début que je me faisais chier. À vrai dire, toutes les fois où je me faisais chier, je l'ai compris directement. Ouais, assez vite. En créant le truc, j'ai dit ok, là, je vais me faire chier. Après, tu pouvais pas savoir avant aussi. Assez vite, j'arrive quand même assez vite... à identifier les trucs qui vont pas m'aller et malgré tout je me dis Elisa, fais un effort, okay. Ça dure jamais longtemps. Moi t'essaies, tu vois, t'as testé et si ça te plaît pas, bah ciao. mais pour l'avenir du coup t'aimerais quoi, te poser, enfin je pense que aussi comme on disait, donc au début tu disais que ça te fatiguait quand même énormément, donc peut-être je sais pas vers quoi t'aimerais te diriger, que ce soit professionnellement ou même personnellement En fait, professionnellement, je pense que là, je suis en recherche d'expériences nouvelles, tu vois. J'ai compris le domaine dans lequel je voulais évoluer, c'est l'image, la communication. Peut-être moins la mode, parce que la mode, c'est très difficile. Oui. Et qu'il faut beaucoup d'argent pour évoluer. Donc à moins de trouver un investisseur demain. Là, j'ai mis une alerte petite à pause. tout le monde. Si quelqu'un veut travailler avec moi.
Non, j'ai mis une petite pause là-dessus parce que finalement, j'ai plus d'énergie à mettre dans les trucs qui ne me rapportent pas. Et quand je dis rapporter, c'est pas uniquement financier, c'est aussi moral, enfin mental, tu vois. Ce qui t'as fait le tour, peut-être. Peut-être aussi, mais après je me dis, là, quand je dis ça, c'est pour les 6 mois à venir, hein. On va savoir... ouais, on refera un update. Voilà, c'est ça. Mais du coup, pour la suite... continuer mon agence de communication. Ah oui, je donnais cours dans une école de stylisme aussi, donc il y a ça. Ah bah c'est cool. Ouais, ça c'est chouette. Mais t'es quand même ça navigue quand même toujours autour de toi. On reste toujours autour de la mode, la com. Je pense que ma page Instagram, c'est ce qui vraiment me permet de continuer à garder un petit peu un pied là-dedans. Il faudrait que je le fasse avec un petit peu plus d'assiduité, mais bon... Tu te mets pas la pression là-dessus. Je me mets plus la pression. Oui. Je veux plus mettre la pression. Je veux plus me mettre la pression dans rien parce qu'en fait, ça m'apporte pas ce que ça devrait m'apporter. La pression, ça a jamais été vraiment un si bon moteur que ça. Ça fatigue beaucoup et ça t'amène pas très loin. Je trouve que dans tout ton témoignage, ce qui revient aussi, c'est de pas avoir peur de l'échec. T'as jamais eu trop peur de ça, en tout cas, parce que tu t'es quand même ramassé, bah voilà, comme tout le monde, hein, mais tu t'es ramassé des grosses claques qui auraient pu te dire à un moment donné, je laisse tomber ce milieu-là, c'est pas fait pour moi. Et finalement, t'es quand même resté accroché à tes premiers amours, à ce que t'aimes bien. Je dirais que j'ai pas peur de l'échec. L'échec en lui-même peut parfois me fragiliser, surtout fragiliser l'estime que j'ai pour moi-même. Et en tous les cas, l'estime professionnelle, parce que j'estime qu'il y a deux types d'estime de soi à ce niveau. Et parfois, je me remets en question et je me dis, punaise, j'arrive à rien. Et puis après, le lendemain, je me dis, mais j'ai essayé plein de trucs. Donc, ça m'a fragilisée parfois. Parfois, ça m'a donné l'envie encore plus de tout péter, vraiment. Et puis, en fait, tout dépend comment tu le vis aussi personnellement. Il suffit que tu as une période personnelle où tu es vraiment très heureux et l'échec te coule dessus, te glisse dessus, tu t'en fiches. Et puis, il y a des périodes où, alors que tu réussis professionnellement quand même, et toi, tu es un petit peu plus down personnellement, là, tu vas vraiment te dire... le moindre truc je suis une merde. Ouais. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas des robots. Il faut accepter ça. Il faut accepter, il n'y a pas d'autres solutions. De toute façon, je veux dire, c'est un jeu, tu vois. La vie, c'est comme ça, tu joues, tu es dans une espèce d'arène comme ça, et tu as des gens qui prennent part à ce combat et d'autres pas, et puis tu as ceux qui prennent part et tu dois être un acteur malgré tout. Et si tu veux pas vivre la défaite, alors tu te retires. Tout simplement. Mais si tu as envie de tester un truc, alors il faut y aller. Et les règles du jeu, c'est que tu peux perdre et qu'il faut rester un bon perdant quand même. C'est tout. Je pense qu'on va conclure là-dessus. C'était très enrichissant en tout cas. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous écouteraient, aux jeunes femmes qui se sentent peut-être un peu perdues en ce moment. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour finaliser. Je pense que tous à notre manière, on est perdu à un moment donné, et parfois on est perdu toute sa vie. Il y a des gens, parfois on peut avoir ce sentiment-là, alors qu'on ne l'est pas spécialement. Je pense qu'il y a quand même toujours une petite voix. En fait, il faut faire confiance à son intuition. Quand on a moins de confiance en soi, on a moins confiance en son intuition et on l'entend de toute façon pas. Mais il faut vraiment cultiver ce truc, sentir les choses. Et c'est vraiment... en fait, c'est toute une question de sentiment. Tu vois, dans la vie, quand tu sens les choses, tu y vas. Quand tu les sens pas, tu y vas pas, tu vois. Et c'est vraiment ça, cette espèce de feeling qu'on a en soi, où il faut vraiment... Il faut plus s'écouter. Il faut plus s'écouter. Et à côté de ça, il y a le fait de s'écouter et le fait de se mettre là où il y a des opportunités. Et c'est un conseil que j'ai pas appliqué à moi, en tous les cas pas toujours, mais il faut bouger. Il faut bouger absolument. Quand on sait ce qu'on veut, quand on veut vraiment l'atteindre, il faut aller là où les opportunités se trouvent. Il ne faut pas rester dans son village parce qu'il n'y a personne qui va venir te chercher en disant « Hey, t'es super, est-ce que tu veux travailler pour nous ?» Il faut vraiment aller là où tu sais que tu vas accumuler toutes les chances de remporter le truc que tu veux remporter depuis le début, tu vois. Donc si on est perdu, ça veut dire que de toute façon, ça ira mieux demain parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et que demain est encore à écrire et que du coup c'est à nous de le décider de toute façon. C'est nous qui décidons ce qui va se passer. On n'est pas victime, on est surtout acteur de sa vie. Ça c'est une certitude. Merci beaucoup Lisa. Merci à toi Inès. À bientôt. À très bientôt.